c'est-à-dire Kasumbalesa, Mokambo Sakanya. C'est que cette contrée a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à cette contrée, c'est pourquoi je me dis je dois rendre l'ascenseur aussi à mon territoire. Alors, est-ce que ça suffit de postuler si vous avez bénéficié des avantages de la contrée? Tout à fait, ça dépend de la motivation de tout un chacun, mais bon, ça fait pratiquement autant d'années, plus de 10 ans que je vis à Kasumbalesa, je vis avec la population au quotidien. Et je connais quelques difficultés que traversent mes frères, mes soeurs au niveau de Kasumbalesa, Sakanya et Mokambo. C'est comme ça que je m'étais dit, il y a moyen quand même de changer certaines choses à partir du moment où nous avons une vision, à partir du moment où nous avons la maîtrise de l'environnement. C'est à travers cet aspect que nous sommes en train d'initier plusieurs actions à impact direct sur le plan social, mais entre-temps, on est habité à un problème de moyens, mais le peu d'actions que nous avons posées, ça profite et ça bénéficie déjà à la population. Mais nous nous sommes dit, pour élargir notre palette, il fallait aller maintenant chercher un mandat public, de telle sorte que nous puissions avoir plus de pouvoir de plaider pour les cas de la population. Alors, en quoi consiste d'abord votre ASBEL qui vous a poussé également à postuler en fait, pour obtenir le mandat public? Notre ASBEL bien-être universel consiste à préserver, à faire du bien à l'environnement, non seulement à l'environnement, même à toute la population. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous nous inspirons toujours d'un arbre. Vous voyez, je prends l'exemple d'un arbre, d'un manguier, qui chaque année nous donne des mangues, mais vous ne verrez jamais ces manguiers commencer à consommer ses propres mangues. Mais quand il les fait, c'est toujours pour que les humains puissent consommer, mais vous ne verrez jamais les manguiers se plaindre comme quoi cette année j'avais donné des mangues, vous aviez mangé, c'est fini, l'année prochaine je ne donnerai pas. C'est ça la philosophie de notre aspect, c'est-à-dire nous nous engageons dans l'accomplissement de plusieurs actions qui vont bénéficier à notre population jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Alors Joseph Frank Kilunga, vous êtes chrétien fervent, bien évidemment, de l'église du message de Frère Branham. De prime abord, nous avons appris que votre prophète a un regard très dénigrant sur la politique, notamment la politique dans son sens en général. Oui, peut-être que c'est la mauvaise lecture que les gens ont, mais quand vous lisez les prophètes, il faut mettre les lunettes des prophètes pour bien comprendre ce que les prophètes disent. Je sais que le prophète a dit dans l'une des citations, la politique est du diable, mais quand vous descendez en bas, le prophète vient préciser, il dit que mais je ne dis pas que tous ceux-là qui travaillent là-dedans sont du diable. Il a dit qu'il y a aussi des saints qui travaillent en politique. Et quelque part encore, il dit, nous avons besoin d'avoir des chrétiens, des hommes justes au sommet de l'État pour essayer d'aider la population. Christ, sera en Christ, avec qui vous évoluez, qui ont accepté que si les nôtres entrent en politique, il sera le même. Tout à fait, je crois que j'ai été en contact, je suis déjà opté, adopté par plusieurs pasteurs des différentes confessions, mais déjà hier, j'ai été en réunion avec tous les pasteurs du message, c'est-à-dire les représentants des différents tabernacles qui ont s'y coopté, et nous avons discuté autour de la parole, c'est-à-dire avant qu'ils puissent me soutenir. Nous avions essayé un peu d'échanger, vous savez, dans le message de Branham, avant de faire quoi que ce soit, on se réfère toujours à ce que le prophète dit. Alors, on a essayé un peu de lire toutes les citations, nous avons compris qu'il y va de l'intérêt de toute la population s'il y a un juste à la tête, parce que déjà les actions que nous posons dans le cadre de notre ASBEL, déjà le nom de notre ASBEL, c'est une citation de Frère Branham. Le bien-être universel, c'est vivre pour le autre. Il va même loin pour dire, c'est ça même la vie éternelle. Donc, vous voyez déjà par exemple le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour vivre pour nous et mourir pour nous, et afin de nous donner la vie éternelle. Donc, de ce point de vue, tout est d'accord. Il y a eu des citations équilibristes, parce que Frère Branham dit que quand vous voulez voler, il faut voler avec le deux faibles. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au 099 26 4 71 99, 099 26 4 71 99. Là, on aborde directement l'angle politique. En tant que candidat député national, vous ne serez pas le député des Kasumbalesa. Ça seulement parce que vous avez dit tout à l'heure que cette contrée vous a tout donné et aujourd'hui vous voudrez la représenter au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quoi les quelques propositions de loi qui viennent de Joseph Frank Kilunga? En tout cas, la proposition de loi que j'ai déjà conçue, moi personnellement, je crois que les moments venus, nous allons devoir donner tous les détails. Je voudrais juste initier, c'est-à-dire ramener le gouvernement à comprendre que nous devons inventer nos propres modèles de développement. Parce qu'il y a des modèles que nous avons mimés, que nous mimons
déjà des modèles empiriques, hein, ce que nous apprenons en économie, ainsi de suite. Mais je pense qu'il est temps que chaque pays, surtout la RDC, compte tenu de la potentialité de notre pays, qu'on mette en place certains modèles de développement propres aux Congolais qui nous permettront de préfinancer certains projets qui vont devoir avoir de l'impact sur le plan social en créant des emplois et autres. Je crois que peut-être, comme nous sommes en train d'évoluer avec l'émission, je vais expliquer les quelques piliers. Alors, au travers de cette loi, ça me permettra peut-être d'avoir une petite taxe dans toutes les frontières routières. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est un projet déjà conçu. J'attends le moment venu pour donner tous ces détails. Mais je crois qu'avec cette petite taxe, ça permettra à l'État congolais de commencer à préfinancer certains projets qui vont directement bénéficier à la population sans pour autant aller chercher, frapper à la porte de l'FMI ou bien de la Banque mondiale. Alors, parce que les gens qui veulent vous voter ne vous voteront pas seulement pour le bienfait, ils vous votent également pour la vision que vous avez. C'est quoi la motivation derrière cette proposition de loi peut-être qui soutient l'entrepreneuriat, si nous avons compris dans d'autres termes? Non, bon, déjà, dans cette vision, dans ces projets de loi, il y a 4 piliers. Ouais. Il y a les piliers éducatifs, il y a les piliers sanitaires, dont la santé, il y a les piliers d'entrepreneuriat et les piliers d'agriculture. Alors, si vous permettez, allez-y dans les détails. Les piliers éducatifs, pour ne pas peut-être prendre beaucoup de minutes, je vais essayer un peu d'être concis et précis. Regardez, je prends l'exemple qu'à chaque fois que je fais un sondage, je pose des questions à Kasumbalé, ça partout où je passe. Est-ce que la gratuité de l'enseignement existe? La réponse, le premier réflexe, les gens disent non, la gratuité de l'enseignement n'existe pas. Et pourtant, la gratuité de l'enseignement, c'est un droit constitutionnel. Tout enfant congolais devra bénéficier de l'article 43 de la Constitution. De la Constitution, de la gratuité de l'enseignement. Mais la difficulté que nous avons actuellement, par exemple à Kasumbalé, si la gratuité n'a pas été matérialisée, simplement parce que nous avons plus d'écoles privées et d'écoles publiques de l'État. Il y a aussi beaucoup d'écoles publiques qui observent la gratuité. Tout à fait, tout à fait. Moi, je soutiens totalement les programmes de 145 territoires, mais j'ai dit que ça ne suffit pas, il faudra ajouter. C'est pourquoi les projets de loi que j'ai conçus, c'est pour venir accompagner le gouvernement congolais par rapport à certaines actions, bien par rapport à sa politique. C'est que le gouvernement devait réaliser dans 10 ans, nous pourrons le réaliser dans une année, 2 ans. Au travers un partenariat public-privé, comme c'est le cas par exemple des trafics avec DGDA. Vous avez vu les résultats, nous avons modernisé la frontière de Kasumbalé, nous avons construit la route de contournement qu'on appelle la route béton, nous avons fait plein de choses dans le mariage de ces partenariats public-privé. C'est le même modèle que je m'étais inspiré pour essayer un peu de concevoir un projet de loi qui nous permettra d'évoluer dans ce sens, mais cette fois-là, comme par exemple dans les piliers de l'éducation, ça pourra nous permettre de construire plus d'écoles afin de prendre beaucoup d'enfants en charge. Regardez d'abord aujourd'hui à Kasumbalé, beaucoup de parents n'ont pas assez de moyens pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées, faute de moyens. Et nous sommes évalués ici à Kasumbalé, ça a plus ou moins 1 500 000 habitants, sans compter la population de Sakanya, Mokam. Maintenant, compter le nombre d'écoles privées et compter le nombre d'écoles publiques. Vous allez comprendre que même quand bien même il y a beaucoup d'écoles privées, mais il y a encore un très grand déficit à couvrir, à rattraper. C'est-à-dire qu'il nous faut encore plus d'écoles publiques pour nous permettre de matérialiser maintenant la gratuité de l'enseignement. La conséquence c'est que à partir du moment où nous aurons plus d'écoles publiques, vous allez voir que nous allons hausser même la qualité de l'enseignement parce qu'il y aura une sorte de concurrence entre les écoles publiques et les écoles privées. Donc, les parents qui seront aptes, qui seront en mesure d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées, ils seront aussi exigeants envers les promoteurs pour que la qualité de l'enseignement soit très bonne. Comme ça se passe dans tous les pays du monde, il y a toujours les écoles publiques et les écoles privées, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout au monde. Alors, même si l'État parvenait à construire autant d'écoles, il faut aussi signaler que chaque jour, on met au monde, les enfants naissent. Donc, par la stratégie d'anticipation en tant que manager, nous devons déjà envisager à mettre en place, avoir plusieurs écoles de grandes capacités d'accueil, même 20 000, 30 000. Alors comment ces écoles vont naître en fait? Vous voudrez que l'État alloue un fonds au privé pour construire des écoles publiques? Non, pas ça, pas ça. Je venais tantôt là de vous parler d'un partenariat public-privé par rapport à la petite taxe que je vais initier. Voilà. Maintenant, cette petite taxe sera gérée par une corporation privée dans le cadre du partenariat public. Et qu'il y aura un fonds qui viendra d'où? C'est ça la taxe qui est en train d'entrer. C'est la taxe de l'État, mais nous accompagnons l'État congolais à réaliser certains projets dans un temps record. Donc la taxe dans quel domaine?
Dans les domaines des frontières routières, nous allons commencer comme ça, mais ça sera une taxe évolutive. Dans le premier temps, moi j'ai proposé là, c'est qu'il soit d'abord dans toutes les frontières routières pour tout véhicule qui franchirait la frontière, qu'il soit à Mahagi, à Butembo, partout là-bas, partout il y a une frontière routière qu'on peut franchir. Il faudrait qu'il y ait cette petite taxe. Maintenant, avec cette taxe, la conséquence c'est que nous aurons nous aurons les accès au crédit bancaire. C'est comme le cas des Trafigou et de la DGDA. Vous voyez, à partir d'une taxe de la DGDA, nous avons pu prendre des crédits au niveau de la banque pour préfinancer les travaux que nous avons faits. C'est le même modèle que je m'étais inspiré. C'est-à-dire, avec cette taxe, à partir du moment où nous aurons des sources de revenus habituels, c'est-à-dire journaliers, et chaque jour, nous serons éligibles au niveau des banques et nous pouvons prendre des crédits pour maintenant construire des écoles. Et dans ces cas-là, déjà, la conséquence c'est que quand nous nous mettrons déjà à construire, nous aurons besoin des maçons. Nous aurons besoin des aides-maçons. C'est la création directe d'emplois. Création des emplois directs. Ouais. Donc il y aura la conséquence directe et indirecte. C'est-à-dire, il y aura des gens qui commenceront à travailler d'abord dans tous ces chantiers. Et il y a d'autres qui commenceront peut-être à venir fournir les matériaux de construction, vous comprenez. Et nous allons créer de l'emploi. C'est dans ce sens-là que nous pouvons créer des emplois. Et après avoir terminé à construire par exemple des écoles, nous aurons besoin d'enseignants. C'est-à-dire nous serons obligés de recruter des enseignants. Et pourtant, ici, il y a plein de cadres universitaires qui finissent les études mais qui n'ont pas de travail. Et pourtant, si nous nous lançons dans des projets comme ça, vous allez voir que nous serons en train de payer et bien rémunérer chaque fin du mois. Et vous savez, quand quelqu'un est bien payé, il n'a pas le temps d'aller frapper à la porte la nuit. Alors, monsieur Franck, je vous reviens parce que vous avez dit tout à l'heure que vous voudriez créer ces PPP afin de permettre à l'État congolais d'acquérir de nouvelles écoles pour permettre aux enfants d'étudier. Ainsi que les écoles seront construites, d'où viendra maintenant l'argent pour payer les enseignants? C'est la même taxe qui va continuer à suppléer ou c'est l'État congolais qui va prendre en charge maintenant les enseignants? Cette fois-là, c'est l'État congolais parce que dans le projet, nous venons aider l'État congolais à remplir ses prérogatives pour le bien-être, voilà, pour le bonheur des Congolais. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que l'État congolais, parce qu'il y a plusieurs besoins, le Congo est très vaste, parce qu'il faudrait, s'il faudrait attendre, par exemple, à Kasumba, que l'État congolais vienne construire, nous attendrons longtemps. Et nous prenons cette disposition d'accompagner l'État congolais dans l'accomplissement de plusieurs grands projets qui auront un impact direct sur le social de la population, mais en même temps, l'État congolais devra aussi assumer ses responsabilités pour prendre en charge tous ces enseignants. Mais au moins, la conséquence positive, c'est que nous aurons pris en charge, nous aurons d'abord matérialisé la gratuité de l'enseignement. Et le fait d'amener beaucoup d'enfants, de donner la formation à beaucoup d'enfants, nous serons en train déjà de couper court au Kouloun en devenir, par exemple, ou bien au bandit en devenir. C'est comme ça que nous devons gérer la chose. Moi, je fais du management des entreprises. Il y a une stratégie que j'ai toujours appliquée dans ma gestion. C'est la loi de Murphy qui signifie la stratégie d'anticipation et de planification. Donc, dans ces projets de loi, j'ai déjà planifié toutes choses et je sais comment anticiper certains délits qui pourraient venir qui pourraient venir plus tard pour disons dans notre environnement, c'est-à-dire comme les Koulouna, tout ça, il y a moyen déjà de mettre fin à ça. Alors, votre proposition de loi a 4 secteurs, vous avez parlé notamment le pilier de l'enseignement. Et là, il y a le deuxième pilier qui est les piliers sanitaires. Alors, comment ça va se faire dans le pilier sanitaire? Je vous donne déjà un petit exemple. Il y a 3 jours, j'étais à Kapapa. C'est un village Kapapa, oui. Le village Kapapa. En revenant, nous avons trouvé une maman avec 3 enfants sur la route et elle était grosse. Elle était grosse et faisait les pieds pour quitter Kapapa afin d'arriver à Kasumbalès. Et quand on la trouve, elle n'avait pas une bonne mine. Vraiment, elle semblait être malade. On s'arrête, on pose la question et dit, mon col, en tout cas, les mamans doivent m'excuser. Mais bon, nous sommes en train d'expliquer ce qui s'était passé. Ouais. Elle dit, non, je suis grosse et l'école au moment où nous parlons, l'école est déjà. Voilà. Alors, vous voyez une chose comme ça, et ça nous a fait très mal, on était obligé de prendre la maman, de faire l'impossible et courir à grande vitesse pour l'amener à Kasumbalesa afin qu'elle puisse quand même s'accoucher dans de très bonnes conditions. Vous comprenez? Mais maintenant, comme nous aurons cette petite axe-là, il y a déjà le deuxième pilier qui est le pilier sanitaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous soutenons d'ailleurs. C'est la gratuité de la maternité. C'est la gratuité de la maternité. Mais monsieur le journaliste, je vais, comme peut-être, je ne sais pas si je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais ici, si j'ai posé la question, la gratuité de la maternité pourra avoir lieu dans des centres privés? Non. Nous n'avons pas des infrastructures hospitalières publiques
qui puisse prendre en charge la population de Kasumbalé, Mokambo Sakanya, avec des très bons soins et à moindre frais. C'est ça la vision. Ici, l'esprit c'est qu'il faudrait que l'État soit représenté partout. Pourquoi on a lancé le programme des 145 territoires? C'est pour déjà assumer l'autorité de l'État et c'est pour représenter l'État. Secteur de santé, et dans l'agronomie, dans l'agriculture. Non, d'abord, dans le secteur de santé, je voulais aussi ajouter une chose. Regardez, nous avons nos frères, par exemple, qui travaillent en Zambie avec des vélos, tout ça. Mais il y a un certain niveau des soins. Ils ne pourront pas subvenir aux besoins de leur famille. Ici, il faudrait payer des factures dans des hôpitaux privés. Mais si déjà, au travers de cette taxe, nous pouvons construire des centres hospitaliers publics à Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya, et même dans certains villages, vous allez voir que c'est la politique que nous appelons en marketing, la politique de proximité, c'est-à-dire la population sera juste à côté d'un centre médical dans lequel il y aura des agents de l'État public qui seront payés, mais des infirmiers qui seront pris en charge par l'État. Ouais. Mais entre-temps, la conséquence c'est laquelle? C'est-à-dire même un parent qui n'a pas un salaire à la fin du mois, quand son enfant est malade, ou bien sa femme, ou bien son mari, il pourra mener son mari dans ce centre-là, et ce mari pourra bénéficier des bons soins, mais à moindre frais. Voilà la vision que nous avons. Maintenant, le troisième pilier, c'est le pilier d'entrepreneuriat. Vous savez, le chef de l'État veut qu'il y ait beaucoup de millionnaires congolais, n'est-ce pas? Il a toujours dit ça, il a toujours déclaré ça. Mais comment nous pouvons créer ces millionnaires congolais? C'est au travers de ces textes, nous pouvons nous substituer, c'est-à-dire nous réfléchissons dans le sens que la corporation commence à préfinancer certains projets. Parce que tout le monde n'est pas appelé à travailler dans une entreprise. Il y a des gens qui finissent, il y a même ceux-là peut-être qui n'ont pas eu le temps dans l'université, mais qui ont des projets, mais faute de moyens, ils ne savent pas se lancer dans le business. Mais au travers de cette corporation, nous pouvons commencer à évaluer les différents projets de la population. Et là, j'ai dit, je suis clair, ce n'est pas seulement Kasumbalé ça, parce que c'est une corporation qui aura une connotation nationale, ça sera, la direction générale sera Kinshasa. Donc, partout où on aura besoin d'un projet à caractère, ou bien qui pourra bénéficier au social, cette corporation interviendra. Même si on a besoin, par exemple, d'un petit barrage hydroélectrique quelque part, avec la petite taxe que nous percevons, nous savons déjà mobiliser les fonds au niveau des banques, au niveau local, des banques commerciales au niveau local, on préfinance. C'est comme ça que nous allons... Et en RDC, toutes les provinces n'ont pas de frontières, en fait, avec d'autres pays, des pays voisins. Qu'en est-il de pays, de provinces qui n'ont pas de frontières? Une très bonne question, monsieur le journaliste. Vous savez que le système de péréquation existe. Le système de péréquation existe. C'est-à-dire, cette taxe, c'est pour faire développer la RDC dans son entièreté. Ce n'est pas parce que peut-être en Ngandajika, il n'y a pas une frontière routière, c'est l'exemple que je donne, que Ngandajika ne bénéficiera pas d'un projet quelconque. Non, notre vision n'est pas une vision sectorielle, c'est une vision globale par rapport à toute la RDC. À partir du moment où nous aurons des fonds, même si on nous appelait à Mahagi, il y a un projet qui peut directement bénéficier à la population congolaise, ou bien qui peut booster les développements dans un coin de la RDC, nous allons préfinancer. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va asphyxier la DGDA qui a pour objectif de percevoir au nom et pour les comptes de l'État, et quand vous allez commencer quand vous créerez une taxe de surplus afin de réaliser les projets que vous avez évoqués tout à l'heure, il n'y aura pas de surtaxe au niveau de la frontière? Oui, il est vrai qu'en fiscalité, nous disons que trop d'impôts tue l'impôt. Mais il faut signaler aussi qu'aujourd'hui, actuellement, beaucoup de pays dans le monde ne vivent que des taxes. Et nous n'avons pas fait des taxes en RDC. Notre pays est encore vierge. Pourquoi? Allez par exemple en Europe, dans des pays développés, il y a même une taxe sur la télé, les droits d'avoir une télé à la maison. Les gens payent. Chez nous, il y a également une taxe. Quand vous achetez la télé, vous payez déjà, du coup, la taxe, elle est incluse dans le frais, en fait, non, dans la facture. Je ne sais pas si réellement on suit ça vraiment avec toute transparence et traçabilité, mais je sais qu'en Europe, dans des pays développés, qui sont aux États-Unis, même pour des trucs bénins, des choses bénines, il y a des petites taxes. Et ces taxes-là, la différence c'est que, vous voyez, si la population voit que, d'abord il faudrait, c'est pourquoi j'ai toujours dit, il faudrait ramener la population au civisme, pour que la population comprenne que pour faire développer notre pays, ok, il faudrait comprendre même les domaines des taxes, impôts, tout ça et autres, vous comprenez. Mais maintenant, si déjà nous parvenons à instaurer une taxe comme ça, il faudrait qu'il y ait aussi l'impact. C'est ce qui va motiver la population à continuer à payer cette taxe.
Il faudrait que la population comprenne que voilà, c'est sur base de cette taxe, c'est par cette taxe que le gouvernement a réalisé tel projet, a réalisé ça, et ces projets sont bénéfiques à la population. Alors, en parlant, nous sentons un peu une dose d'économie, la maîtrise d'économie en vous. Est-ce que vous pensez que le Congo n'a pas assez de taxes pour réaliser assez de projets? C'est quoi l'impact de toutes les taxes que l'État perçoit? Ça fait autant d'années que je suis en train de gérer la frontière de Kasumbalesa. Les corridors sud, il y a des véhicules qui viennent de partout, Afrique du Sud, tout ça. Mais vous voyez, nous constituons l'entonnoir. Tous les véhicules viennent chez nous et puis ils prennent les minéraux, ils remontent. Mais vous savez ce qu'eux gagnent quand ils ramènent là chez eux? Vous ne savez pas combien ils gagnent. Alors, moi, j'ai toujours dit, c'est une opportunité pour la RDC. Étant déjà un entonnoir, étant déjà la vache à lait, nous devons aussi penser à bénéficier, c'est-à-dire à tirer profit de tous ces véhicules qui viennent chez nous. Moi, je pense que c'est comme ça que nous devons travailler parce que c'est dans la politique, c'est que les chefs de l'État ont toujours déclaré gagnant-gagnant. Alors, mesdames, messieurs, je suis au 099 pour vos questions. 099 26 4 71 99. 099 26 4 71 99. J'ai reçu les candidats numéro 32, Joseph Franck Ilungamba Yadi Wamaï, candidat député national, qui est en train de proposer sa première, excusez-moi la redondance, en train de faire sa première proposition de loi une fois qu'il sera à l'Assemblée nationale. Alors, sur l'angle agricole, notamment sur le plan agricole, ça sera toujours le même rouage. C'est toujours la même politique, c'est-à-dire, d'abord sur le plan entrepreneuriat, c'est-à-dire on peut commencer à préfinancer, d'abord construire aussi des écoles professionnelles pour avoir les métiers, et on peut commencer facilement parce qu'il y a certains projets qui demandent juste des petits fonds. Quelqu'un qui a un atelier d'ajustage, on sait les financiers, on met un encadré parce que nous aurons toutes les compétences au sein de cette corporation, les comptables, les financiers. Et cette corporation sera aussi contrôlée par des services étatiques comme les cas de l'IGF et les cours de compte. Vous comprenez? Pour raison de traçabilité et de transparence. Parce que, vous savez, quand il n'y a pas de contrôle, à un certain moment, il y a des dérapages. C'est comme ça que nous avons conçu ces projets. Mais maintenant, nous pouvons commencer à préfinancer plusieurs projets. Des mamans qui veulent faire, par exemple, des ateliers de couture, tout ça, mais il y a l'encadrement. C'est comme ça que nous pouvons essayer un peu de relever, de booster le développement de notre pays. Maintenant, sur les piliers, les derniers piliers, les quatrièmes, qui est le pilier d'agriculture. Ça, c'est le pilier phare. Parce que moi, je suis moniteur agronome, je suis diplômé en agriculture. Avant de faire la gestion financière, sciences commerciales de gestion financière, option marketing et le management des entreprises en licence, disons l'agriculture est la base de tout. C'est comme ça que le chef de l'État avait dit, cette fois-ci, nous devons travailler sur la vengeance, ou bien la vengeance du sol sur le sous-sol. Vous comprenez? Et quand le chef de l'État me fait cette déclaration, moi j'étais très content et j'avais une autre lecture par rapport à d'autres personnes étant un moniteur agronome. C'est-à-dire, comment je m'étais dit, nous pouvons nous inspirer de certains pays, c'est ce que nous appelons en management, les benchmarking. Benchmarking, c'est le fait de prendre, de se référer à certaines stratégies qui avaient été appliquées par d'autres personnes pour réussir dans ces domaines-là. Alors, dans ces cas-ci, dans ces cas précis, je prends le cas de la Zambie. Vous allez voir que les agriculteurs zambiens sont subventionnés par leur État, par leur gouvernement. C'est le même modèle. Au travers de cette taxe, nous pouvons accompagner l'État congolais à nous équiper d'abord des engins, c'est-à-dire pour avoir une culture motorisée, et des engrais, des semences aussi. Nous allons le faire dans un cadre purement organisationnel pour la traçabilité et tout ça. Et maintenant, comment est notre visée? Notre visée est celle-ci. Cette fois-là, nous allons catégoriser des gens qui doivent bénéficier de toutes ces subventions. La première catégorie, ce sont les confessions religieuses. C'est très important. Pourquoi les confessions religieuses? Ici, l'esprit, c'est d'impliquer les confessions religieuses dans le développement du pays et même dans l'épanouissement de leurs fidèles. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons aller vers l'Église catholique et nous demandons à l'Église catholique de faire quoi? De nous disponibiliser des terres, ça peut être 5 hectares. L'église kimbangiste, 50 hectares, méthodiste, autant d'hectares, selon la capacité de chaque confession. Et maintenant, nous prenons des engins, nous mettons là-bas. Nous mettons là-bas et les engins commencent à travailler. Ce que nous aurons, je venais de dire dans la corporation, nous aurons toutes les compétences. Les ingénieurs agronomes, nous allons recruter toutes ces compétences. Maintenant, on met les agronomes, on met les vétérinaires, tout ça pour l'encadrement. Mais entre-temps, pendant que nous sommes en train de faire ces champs, pour chaque confession religieuse, vous allez voir que après avoir cultivé, il y aura le moment de la récolte, n'est-ce pas? Maintenant, le moment de la récolte, prenons par exemple l'église catholique, nous avait donné 100 hectares.
et nous faisons la récolte de 100 hectares de maïs, par exemple. Parce qu'il y aura toujours un pourcentage. Moi, je proposerais d'ailleurs à ce que si on en arrivait à ces projets, la corporation commencera à prendre soit 60 ou 65% et la confession garde 40 ou 35%. Ça sera discuté. Pourquoi je dis ça? La confession, c'est pour permettre à la corporation de continuer à fonctionner en plein régime. C'est-à-dire le renouvellement des équipements, la maintenance, l'achat des semences, des engrais et autres. Mais maintenant, vous allez voir que je donne un exemple simple. Si on parvenait à travailler pour l'église catholique seulement, 100 hectares, nous travaillons pour 8e CEPAC, 200 hectares. Pour les kimbanguistes, 500 hectares, ce sont des exemples que je donne. Pour chaque confession religieuse. Et nous faisons la récolte d'autant d'hectares. Vous allez vous rendre compte que nous aurons une nourriture en abondance. Vous savez, monsieur le journaliste, on m'appelle toujours Joseph Franck. C'est l'inspiration que j'ai eue de mon homo Joseph en Égypte. Vous avez vu que c'était un juste, un chrétien qui était à la tête de l'Égypte. Et l'Égypte n'avait jamais connu le problème de disette et de la famine. C'est la même inspiration, c'est-à-dire, déjà quand nous aurons la récolte, par exemple, de 100 hectares seulement pour l'église catholique, autant d'hectares pour le maïs, la récolte, nous aurons des maïs en quantité industrielle. Et ces maïs-là, nous ne pouvons pas le vendre ou bien le moudre, les transformer dans un moulin. Nous serons obligés de créer des minoteries sur place ici à Kasumbalé. Entre-temps, voilà la conséquence. C'est, nous allons encore créer des emplois. Vous comprenez? Et cette fois-là, l'avantage de ma vision, l'avantage de ces projets-loi, ça prend en compte toute catégorie de Congolais. Et celui qui a étudié, et celui qui n'a pas étudié. Je donne un exemple simple. À partir du moment où nous allons ouvrir des minoteries sur place, est-ce que pour tenir juste un sac, afin que, pendant que le moulin est en train de travailler, la machine est en train de travailler pour moudre la farine, afin de mettre la farine dans le sac, on a besoin d'un licencié? Est-ce qu'on a besoin d'un gradué? Est-ce qu'on a besoin d'un diplômé? C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas étudié, mais qui peut être là, en train de travailler à la minoterie, et chaque fin du mois, il est payé. Merci Joseph Franck. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi la proposition de Joseph Franck Ilunga dans les 4 angles qu'il a évoqués tout à l'heure. Mais déjà, il y a un projet pareil au niveau provincial où le gouvernement préfinance les agriculteurs. Après, il y a une rétrocession et les agriculteurs doivent donner quelques seaux de maïs, quelques tonnes de maïs au gouvernement provincial. Mais vous ne sentez pas l'impact de ces projets sur le terrain? Qu'est-ce qui fait à ce que les efforts fournis dans les domaines, parce que c'est presque la même philosophie avec vous, qu'est-ce qui fait à ce que ce projet n'ait pas un impact trop visible dans le Haut-Katanga? Non, d'abord, il faut signaler ceci. Il y a une petite démarcation entre ce que le gouvernement provincial fait et ce que moi je propose. La démarcation, c'est à ce niveau. Ici, c'est une entité privée, une corporation privée, mais dans le cadre des PPP, d'un partenaire public-privé. Vous savez, quand il y a la gestion des privés, il y a quand même une gestion orthodoxe. C'est différent parce que nous serons redevables à l'État congolais. Donc quand c'est une corporation privée, on met tous les sérieux pour que, quand il y aura l'évaluation, le moment de l'évaluation, qu'on soit bien compté, qu'on continue toujours à travailler dans ces partenaires avec l'État congolais, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. C'est ça au moins la clé de vous. Alors pour vous, le mal aujourd'hui, la grande difficulté dont souffre le projet en RDC, c'est parce que l'État tient le coût du projet en fait. Tout à fait. Il y a une certaine lâcheté, il y a un manque de contrôle au niveau de l'État congolais. Non, je ne veux pas parler d'une lâcheté au vrai sens du mot, mais je voulais plutôt dire que déjà, bon, l'État a une très grande charge, il faut signaler, parce que notre pays vient de très loin. Nous sommes dans la phase de redressement de ce pays, mais il faudrait que certaines prérogatives soient, que l'État délègue. On fasse la promotion du partenariat public-privé et que l'État parvienne quand même à déléguer. C'est le pouvoir de la délégation de ses pouvoirs aux entités privées et puis l'État sera là pour contrôler, pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons lire tous les messages que vous nous écrivez. Nous sommes au 099 Vincent. Il est venu nous dire de quoi il est capable si la population acceptait de lui faire confiance. Alors, monsieur Joseph Franck Ilunga, une autre dimension est que, est-ce que les Congolais ont une maturité capable d'exécuter cette proposition de loi que vous avez aujourd'hui? Bon, vous savez, pour arriver à la maturité, il faut commencer par la gestation. Nous, en marketing, il y a 4 phases d'un produit. Nous avons la phase de gestation, ok, la phase de lancement, la phase de croissance et la phase de maturité et de déclin. Vous comprenez? Ça signifie que la révolution commence toujours quelque part. Il faut commencer d'abord. Il faut qu'il y ait un pas. Je prends l'exemple du chef de l'État. Quand le chef de l'État a déclaré la gratuité de l'enseignement, personne n'avait cru à ce projet. Mais le chef de l'État était déterminé parce qu'il fallait d'abord commencer quelque part. Et pourtant, il existait depuis la période de Mobutu. Depuis la période de Mobutu, vous comprenez. Et puis c'était un droit constitutionnel, vous comprenez. Mais le fait seulement qu'il y a eu cette volonté,
Et cette détermination, vous avez vu que la première année, ça patinait, mais aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement a pris corps. C'est ça. Moi, nous pensons aussi en la même philosophie, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord commencer quelque part. Nous voyons déjà, la Zambie, c'est juste à côté de chez nous, hein, c'est juste à côté de la porte. La Zambie fait ça, mais chaque jour, c'est la Zambie qui nous donne la farine. Il suffit seulement que la Zambie ferme ses frontières et nous commençons à crier. Ce sont nos autorités qui traversent pour aller plaider. Je pense que nous devons mettre fin à des pratiques comme ça parce que nous sommes un très grand pays dans la société. Alors, ces partenariats publics-privés, sera-t-il exempté des taxes? C'est quoi votre vision par rapport aux taxes? Parce que beaucoup d'entreprises souffrent des surtaxes en RDC. Tout à fait. Moi, je pense que comme c'est dans le cadre d'aider la population, d'aider les pays à se relever, je crois à ce point de vue, sur ce point de vue, nous aurons quand même une discussion avec l'État congolais. Mais il ne faudrait pas que cette entité soit exemptée ou bien... Bon, en fait, j'étais en train de dire dans cette vision, ce projet, tout le monde est gagnant. Et l'État congolais et les Congolais, c'est-à-dire les Congolais, tout ça, comme je vais l'expliquer. L'effet, par exemple, dans le cas du troisième pilier qui est l'entrepreneuriat, de financer les petites et moyennes entreprises, ces gens-là commenceront à payer des taxes. Ils commenceront à payer des petites taxes parce que l'État aussi doit vivre. L'État doit prendre aussi la responsabilité des militaires au travers de toutes ces taxes, payer les enseignants. Nous avons dit ici de la création des écoles publiques pour prendre en charge beaucoup d'enfants par rapport à la gratuité. Nous devons payer tous ces enseignants. L'État doit payer tous ces enseignants. Mais d'où proviendrait cet argent? C'est à partir des taxes perçues sur des petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi je disais que notre projet ici, c'est un projet vraiment salutaire pour la RDC. Et nous attendons, nous demandons aux Congolais de nous faire confiance, surtout notre circonscription de Sakanya, parce qu'ils seront les moteurs de ces projets. C'est vraiment un projet pilote qui commencera d'abord ici, avant d'aller dans d'autres provinces. Alors, là, nous mettons d'abord la proposition de loi entre le guillemets, parce que c'est une inspiration privée et personnelle. On parle de vous. Est-ce que vous sentez, vous êtes directeur général ad intérim, si nous pouvons le dire, en fait, de Trafico, la seule sous-traitance trop viable à la frontière de Kasumbalesa. Est-ce que vous sentez le contrôle, le poids des députés dans la contrôle de la chose publique, notamment en contrôlant la DGDA qui est votre patron direct? Non, je ne sens pas le poids parce que vous voyez, je vais prendre un exemple simple. Regardez, faites un sondage dans l'opinion publique. Vous allez voir que les députés, il y a des anciens députés qui étaient passés, mais aujourd'hui, je ne sais pas, moi je suis un observateur. Quand vous parlez de ces députés, vous allez voir que la population ne se retrouve pas à nous. Une grande partie de la population, je ne dis pas toute la population, une grande partie. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas eu l'impact sur le plan social par rapport à ce qu'ils devaient faire ou bien ce qu'ils devaient légiférer au niveau de l'Assemblée nationale qui puissent bénéficier directement. Je parle du contrôle parlementaire. Oui, même le contrôle parlementaire, parce que quand il y a un contrôle parlementaire, il y a toujours des retombées, il y a toujours des conséquences qui devront aller dans le sens d'aider la population. Alors, en tant que chercheur, en tant qu'acteur politique, parce que vous l'êtes déjà, qu'est-ce qui fait que le Congo souffre des contrôles parlementaires? Pourquoi les députés n'ont pas cette facilité-là de contrôler les entreprises publiques? Bon, je ne saurais pas entrer dans ces débats-là, en ce sens que je ne suis pas encore passé député. Parce qu'il y a certaines réalités que peut-être eux connaissent que moi je ne sais pas. Et que vous attendez de connaître aussi. Connaître aussi. Quand nous serons là-bas, nous pourrons comprendre et à partir du moment où nous aurons la véritable compréhension de la situation, et nous pouvons faire toujours des propositions dans le sens d'améliorer. Parce qu'il y a eu des meilleures propositions de loi qui ont été faites dans ce pays, mais qui ont souffert d'exécution ou bien qui ont été infléchies par les initiateurs. Qu'est-ce qui prouve à ce que votre proposition de loi, notamment celle qui a 4 secteurs, pourra réussir sur le terrain et que vous en tiendrez une fois que vous êtes élu? Non, moi je crois que ce qui me pousse, et je suis un croyant, d'abord j'ai la foi que ça passera, parce que le chef de l'État a besoin de projets comme ça pour développer la RDC. Il a l'amour de la patrie, il a l'amour du Congolais. Mais maintenant, il y a aussi l'aspect de la jeunesse qui commence maintenant à s'intéresser à la politique. Non seulement la jeunesse, surtout la jeunesse chrétienne. Nous sommes des jeunes et des chrétiens de surcroît. Et je pense que notre philosophie, ce sont les valeurs chrétiennes au service de la République. Et nous pensons qu'avec cette philosophie, nous pouvons quand même faire booster ou bien faire changer beaucoup de choses une fois au sommet de l'État. Est-ce que vous pensez que vous êtes le premier chrétien qui se lance en politique? Parce qu'il y en a 2 pasteurs qui n'ont pas donné des résultats escomptés. Mais déjà, même s'il y a eu un petit échantillon des chrétiens qui sont en politique, mais je trouve que cet échantillon n'est pas représentatif. Mais déjà, c'était déjà un pas. Peut-être il y en avait eu 30, c'est un exemple que je donne.
avec notre avènement, il y en aura 100, ainsi de suite, petit à petit, nous commencerons à augmenter notre nombre, jusqu'à ce qu'il y ait plus de chrétiens qui puissent assumer des fonctions publiques. Et je crois que dans cette fois-là, parce que je me réfère à ce que la Bible dit, quand il y a un juste à la tête, le peuple est heureux. Et nous avons un juste à la tête de la RDC. Est-ce que le peuple est heureux? Bien sûr, le peuple est heureux. Moi, je peux vous dire que regardez ce que le chef de l'État a fait. Dans 2 ans, c'est des projets énormes, c'est des accomplissements énormes. Je pense que c'est pourquoi nous les soutenons, pourquoi nous les jeunes, nous avons compris que nous devons les soutenir, c'est parce que nous avons vu d'abord la volonté, la détermination et ce qui a été réalisé dans un temps record. C'est peut-être 2 ans, c'est pourquoi nous demandons, nous invitons toute la population congolaise à donner encore un 2e mandat au chef de l'État et nous croyons qu'au courant du 2e mandat, il va encore faire plus. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99 099 26 4 71 99. Merci à tous ceux qui sont en train de nous écrire. 099 26 4 71 99. C'est Joseph Franck Ilunga, candidat député national dans la circonscription électorale de Sagagna, qui est en train d'étaler sa proposition de loi une fois qu'il sera élu député national dans cette circonscription. Il a brandi une proposition de loi, bien évidemment, qui évolue dans 4 secteurs de la vie, notamment enseignement, éducation, santé et agriculture et entrepreneuriat. Alors, il y a déjà une autre initiative qui est en cours, notamment de l'ARSP au niveau de la RDC. Est-ce que vous sentez l'impact de l'ARSP? Est-ce que ça ne marche pas de pair avec votre proposition de loi, notamment sous l'angle entrepreneurial? Non, c'est déjà bien. La RSP, il faut signaler que la RSP, il y a quand même un pas. Il faut signaler qu'avec la RSP, il y a quand même un pas franchi. Ouais. Et nous ne pouvons qu'encourager ce que la RSP fait. Je crois que c'est la jonction de toutes ces forces. Parce que pour faire développer ces pays, il ne suffit pas seulement de laisser la responsabilité à une entité. Mais je pense que si nous mettons ensemble les forces, c'est-à-dire toutes les propositions que nous faisons, toujours dans l'intérêt de la population congolaise, dans l'intérêt de la RDC, je pense qu'avec ce que la RSP fait, nous parviendrons à redresser notre pays rapidement et dans un temps record. Alors, parce que vous voulez gérer aujourd'hui la République, passant par la députation également nationale, vous, en tant que gestionnaire au quotidien, notamment de Trafigo, c'est quoi l'image que les gens ont de Franck Ilunga? Bon, en tout cas, l'image, je pense que c'est dans vos yeux que je pourrais comprendre c'est quelle image que j'ai, parce que vous êtes journaliste d'investigation. Mais je pense que j'ai quand même une très bonne réputation, parce que nous avons géré avec rigueur la gestion de la frontière de Kasumbalesa. Et depuis notre avènement, vous avez vu les changements qu'il y a eu. Le chef de l'État était venu même pour inaugurer le travail, était venu inaugurer les bâtiments, les nouveaux bâtiments, dans le cadre de la modernisation de la frontière de Kasumbalesa. Laissez-moi vous rappeler, monsieur le journaliste, qu'à l'époque, tous les chauffeurs étrangers qui venaient chez nous ne nous respectaient pas, à cause du fait que l'ancien gestionnaire qui était KBP, c'était un juif, la capacité d'accueil de son parking et l'état même de son parking. Et avec tout ce qu'il y avait comme embouteillage, je me rappelle à cette époque, en 2018, les gens pouvaient quitter le matin Kasumbalesa pour arriver à 21h à Lubumbashi à cause des embouteillages. Mais vous avez vu qu'avec l'avènement des Trafigo, je signale que je suis le coordonnateur national et directeur général adjoint de Trafigo. Avec l'avènement des Trafigo, vous avez vu que nous avons pu changer la donne dans notre environnement. Aujourd'hui, nous avons moins d'embouteillages, nous avons modernisé la frontière et laissez-moi vous faire une anecdote. Tous les chauffeurs zambiens, tous les chauffeurs sud-africains, tous les chauffeurs zimbabwéens, tanzaniens qui viennent, ils appellent maintenant la RDC. Quand ils arrivent à la frontière de Kasumbalesa, ils disent Congo Boulaya. Mais pourtant, ce n'était pas le cas à l'époque. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu l'avènement d'un enfant congolais. Vous avez dit que vous aviez mis la fin avec aux embouteillages et pourtant pendant ce temps, les gens dorment sur la route Kasumbalesa. Beaucoup de tracts qui ne sont pas contenus dans vos parkings. Oui, c'est la conséquence. C'est la conséquence parce qu'à l'époque, quand il n'y avait plus d'embouteillage, c'est Trafigo qui était en train de réguler les trafics. C'est Trafigo qui était en train de réguler les trafics. Nous avions notre deux véhicules, notre deux petites voitures qui faisaient les tours de la route pour sanctionner tous les chauffeurs qui se comportaient dans l'incivisme, comment dirais-je, qui pratiquaient les actes d'incivisme routier, vous comprenez. Mais actuellement, nous ne sommes pas sur la route avec ce qu'il y avait eu, parce qu'il y avait
beaucoup de mensonges sur les agents de Trafigo. Il y avait beaucoup de manipulations. C'est comme ça que nous avions retiré nos agents sur la route. Et d'ailleurs, vous allez vous rappeler qu'on avait arrêté notre coordonnateur provincial, en l'occurrence M. Kalande, ce qui n'était pas une très bonne chose, sur base des allégations mensongères. À partir du moment où nous avons enlevé nos agents de régulation des trafics sur la route, voilà les conséquences que vous avez. Mais quand nous étions sur la route, il n'y avait plus d'embouteillage. Pourquoi? Parce qu'on sanctionnait tout chauffeur qui pouvait venir après les autres chauffeurs pour dépasser. Alors, parce que nous sommes au niveau du 3e cycle, les Congolais ont voté en 2006, ils ont voté en 2011, ils ont également voté en 2018. Plusieurs candidats qui passent devant la population ont toujours le même discours avec des propositions qui prouvent qu'elles sont en mesure de changer le Congo en paradis. Pourquoi la population doit vous faire confiance? Bon, déjà la population, je crois que la population de Kasumbalé, Sakanya Mukambo, me fait confiance par rapport à l'apport, par rapport à mon apport, par le fait déjà qu'ils comprennent que j'ai une expérience, parce que je gère la frontière de Kasumbalé, ça fait pratiquement autant d'années. Le deuxième élément, c'est que je me suis investi dans le quotidien de la population, sans pour autant attendre que je devienne député. Notamment? Ici, notamment par exemple le forage d'eau. Au XXIe siècle, il y a certains de nos frères, ici à Kasumbalesa, Mokambo Sakanya, qui continuent à prendre des eaux de puits. Et un jour, je vous fais une petite anecdote, j'étais dans le quartier Kibalongo, sous station 4, où je n'avais vu aucun forage. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait que des puits. Et dans ces puits-là, il y a une maman qui me disait, papa, parfois quand nous buvons cette eau, il y a même des crapauds. Il y a même des crapauds qui sont déjà morts dans cette eau-là. Il y a des insectes, ainsi de suite. Au XXIe siècle, je m'étais dit non, non, c'est pas possible. Et pourtant, Kasumbalé, ça c'est la porte d'entrée d'une partie des fonds du trésor public. C'est comme ça que je m'étais dit, il fallait que je prêche par l'exemple. Avec les petits moyens dans le cadre de notre ASBEL, bien-être universel, c'est vivre pour les autres, je m'étais engagé à faire des fourrages en attendant qu'on puisse plaider aussi les cas de l'eau, parce que c'est parmi mon cheval de bataille, le problème de l'eau. Pourquoi le problème de l'eau? Parce que l'eau, c'est la vie. Avec l'eau, quand vous vous réveillez sur le lit, le premier réflexe, c'est prendre de l'eau, soit pour laver le visage, soit pour rincer la bouche. Vous pouvez avoir la nourriture, vous pouvez avoir la farine, vous pouvez avoir le condiment, mais sans eau, vous ne saurez pas préparer. Donc l'eau est au centre de tout. Et vous avez fait combien de forages? Nous sommes à plus ou moins 9 fontaines, bientôt 10e fontaine, dans les différents quartiers. Nous sommes à Kibalongo, sous station 4, là, nous avons des forages. Nous allons encore tirer pour amener encore très haut là-bas. C'est la politique de la proximité. Nous sommes au niveau des 4 coins, nous allons amener à Dilungu. Monsieur le journaliste, vous habitez Kasumbalesa. Dilungu est toujours appelé comme étant un désert de Kasumbalesa. Il y a même des gens qui n'avaient jamais accepté de payer des parcelles côté Dilungu. Mais aujourd'hui, nous avons tiré l'eau à 3 km pour amener ça à Dilungu. C'est vraiment une prouesse pour nous. Mais on ne le fait pas, on le fait avec les moyens de bord. C'est pourquoi nous disons que nous sommes limités. On le fait avec nos petits salaires. Est-ce que vous le faites pour être voté? Non, ça c'est d'abord dans le cadre de notre aspect bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Parce que la Bible l'intention derrière tous ces forages d'eau? Non, l'intention c'est d'abord avoir la bénédiction divine. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la main qui donne, c'est celle qui reçoit. À force de donner, vous vous videz pour attendre maintenant recevoir plus de la part du Seigneur. Il y a cet aspect, et même la Bible vient encore compléter pour dire il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons commencé à poser des actes avant qu'on ait l'intention de postuler. Et l'intention de postuler est née de la motivation de la population. Parce que la population a vu ce qu'on est en train de faire pour elle, et la population nous a maintenant poussé à postuler. C'est comme ça que je fais aussi de l'eau, mon cheval de bataille. Comment ça? C'est-à-dire plaider pour que le gouvernement donne suffisamment de moyens à la régie des eaux, pour que la régie des eaux amène au moins des tuyauteries dans chaque parcelle, comme ça se passe dans d'autres provinces, comme ça se passe dans d'autres villes. Kasumbalé, ça c'est déjà une ville. Donc il suffit seulement qu'il y ait un interlocuteur valable qui puisse plaider pour le cas de la population. Je crois que le gouvernement congolais mettra les moyens, donnera les moyens à la régie des eaux pour que la régie des eaux donne de l'eau à toute la population de Kasumbalé. Voilà, mais entre-temps, on continue à faire des fourrages pour essayer un peu de couvrir tant soit peu les Vous voudrez y arriver à combien? Vous voudrez arriver à combien de forages? Ici à Kasumbalesa, nous aimerions avoir des forages dans chaque commune ou bien dans chaque quartier avant d'attaquer Mokambo et Sakanya aussi. Et ça vous ramène quand même quelques ressources pour votre survie? Non, laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, c'est de l'eau qu'on donne presque gratuitement aux gens. C'est 50 francs. Je vous donne un exemple. Il y a une maman qui m'avait appelé il n'y a pas longtemps, quand elle avait suivi une émission.
Il va m'appeler pour me dire, papa, que Dieu vous bénisse richement. Pourquoi? Il me dit, moi j'habite Kansounou. Kansounou c'est derrière Koyo. Déjà à Koyo, tout le monde sait qu'à Koyo il n'y a pas de l'eau, mais au moment où nous parlons, il y a déjà une fontaine déjà prise de l'eau à Koyo. Nous avons tiré aussi l'eau à 3 km et demi. De Koyo, nous avons encore tiré derrière Koyo, là à Kansounou. Et cette maman nous dira quoi? Cette maman me dira, on ne pouvait même pas construire à Kansounou à cause de l'eau. Mais depuis que tu nous as donné de l'eau, nous commençons à construire. Vous voyez que cette action impacte la population sur plusieurs plans. Non seulement l'eau c'est la vie, mais les gens peuvent aussi construire. C'est déjà le développement, c'est déjà l'épanouissement. Donc allez-y, ça postule. D'abord c'est la population qui m'a poussé. Et puis d'aider, c'est par souci de redevabilité de ce que Kasumbalé Samouka Mosakanya a fait de moi. J'étais venu ici comme étant un étudiant qui venait de terminer ses études, mais après 10 ans de carrière, j'ai gravi tous les échelons. Aujourd'hui, je suis le coordonnateur national des trafics et le directeur général adjoint. Donc il faut être quand même reconnaissant envers cette contrée, envers cette population, envers cette communauté, envers cette terre de Kasumbalé Samouka Mosakana. Je l'ai fait par rapport à ça. C'est-à-dire c'est une façon aussi de rendre l'ascenseur à la population. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Question d'actualité. Joseph Franck Ilunga, 30 secondes pour lancer un message en Kiswahili à tous vos électeurs. Nawapikia kisanti wandugu wetu wote ya Kasumbalé Samouka Mosakanya ya circonscription yetu ya Sakanya. Niko na miomba, munaona mwebenye mishina vya kusema vya mingi. Shi tulisema tuache maaction itusemee pafashi yetu. Maaction munaiona haiko paka mambo ya mai. Tunafungula manjia, tulileta maangre, tunaendelea kusaidia watu wa kila namna, lakini hatuna tunaleta mankinga, mashezo kulantu kuba personne vivant avec handicap, bali tunaita kibaba wetu hawezi kutembea, tunawapatia na mankinga na tunaendelea kutumika mkadra ya subeli yetu bien-être universel, c'est vu pour les autres. Lakini hatuna na makuta ya mingi njoo ya kusaidia population yote. Na njoo maana tunamiomba mutu voter ku députation nationale numéro 32 Joseph Franck Ilunga Mbaya. On anita Franck Wamai. Mutu voter, mutu fanye confiance, vous ne serez pas déçus. À tous tamisabu, vous savez wengine banafanyaka. Parce que munaona kama shie tunaanza kufanya maaction mbele ya kupita. Tunasema tufanye maaction, njoo muangalie na maaction tutafanya, mutuitikie kama tukapita tous tamisabu. Je peux parler nino. Allez-y. Bana betu ba chimenga chetu cha Kasumbalesa Mukambo Sakanya ni kumwenda ni miaba yonse tutulomba bwanyi kutenze ntweshala itukanda chitu cha vote ya le 20 tukala kuma bureau de vote tuyayi massivement bwanyi nous voter pour bwanyi même mwanenu Ilunga Franck Joseph mwanenu Joseph Franck Ilunga Mbaya coup députation nationale numéro 32 numéro 32 bwanyi mujumu tujibabanga nenu wakwesha bantu mai wakwesha bantu manga amajini wakwesha bantu makalu wakwesha bantu kwenzela bantu manjila tutunguluka ni mujumu weu to ni mwalwa Yesu nimlomba bwanyi kanu engerer to kanu lonji malwa mapolo to parce que polo nyu lwata lelo malaba na tubuka ni bakwesha bukula après une semaine bukula ni bujika kaji mai kimoi mai to ni malo Yesu nikino mai atoetu tulimo wakufwa kajibana betu bonso balibalwa ni bano mai ya wao. Il faut investir dans ma action maneno. En autre langue en fait nationale. Nadali ko senga na bandeko na biso nyoso bazali ko loba monoko na biso ya Lingala ningi toloba na Kinshasa o bazali ko beta ndinga. Nadali ko senga ete na mokolo maponami le 20 décembre tokende ebele tokende ko voter numéro moko na députation nationale ezali numéro 32 Joseph Franck Ilunga Mbaya bazali ko benganga Franck Wamai. Franck moto azali ko pesa mai na batu moto azali na motema boboto pour la population ya Kasumbalesa kasi soki bocheli ngai ba nini ba vote bokozala déçu te tokende na bino timosika ba projet to bandia ko pesa mai ya kofungula banzela ya kopesa ba engrais ba kisi ya bilanga tokongo na projet wana pe tokosala pe koleka oyo tosali yango wana tozali kosenga na bandeko na biso nyonso oyo bazali koloba Lingala ete bobosa na numéro na biso te numéro 32 ozala na Sakanya ozala na Mokambo na Mwenda na Kapapa na bamboka nyonso Kimpe Chinsenda partout bobosa na te numéro ezali se moko numéro 32 Joseph Franck Ilunga Mbaya. Et partout ailleurs de ne pas oublier le numéro 32. C'est votre bien-aimé frère Joseph Franck Ilunga Mbaya. Le travail que nous avons commencé avec vous
poussé par vous, la population, de donner l'eau à toute la population, de donner les engrais chimiques, d'ouvrir les voies et des projets que nous avons pour faire plus, nous vous demandons d'aller massivement voter le 20 décembre pour le numéro 32, Joseph Frank Lungambaya, et vous ne serez jamais déçus. Comme symbole, comme monument, regardez ce que nous avons déjà réalisé et nous pensons que vous ne serez jamais oubliés. Merci beaucoup. Frère Branham serait très content parce que Frère Branham dit qu'il veut avoir des justes, des enfants de Dieu en train d'assumer des fonctions publiques pour aider la population. Déjà l'acte que nous avons fait, déjà le nom de notre aspect, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres, c'est la prédication de Frère Branham. Alors, avant de clôturer la toute dernière question, disons qu'à Sumbalissa, vous avez bénéficié de tous les avantages. Est-ce que vous y en avez une résidence? Tout à fait, c'est connu. Moi, j'ai vraiment construit parfaitement Kasumbaï. D'ailleurs, c'est ma première maison. Je n'ai pas de maison à Lubumbashi, je n'ai pas de maison à Kinshasa. J'ai ma première maison et bien construite ici à Kasumbaï. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Question d'actualité. Joseph Frank Ilunga, je vous dis franchement merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Mesdames, messieurs, je m'appelle John Kefara Okanto, Didier Mouyanga, la coordination Lionel Kalambaï à la prise de son, également à la prise de vue, Léon Choutouka à la supervision, Zéon Bouyamba à la programmation. Portez-vous bien chez vous.